Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette édition spéciale de l'émission Lumière sur le monde. Nous sommes à la première semaine du mois de juillet 2025 et pour nous les Haïtiens, le mois de juillet est marqué au coin de la violence. Le mois de juillet est marqué au coin du sang, puisque désormais ce mois est maculé du sang du président d'Haïti qui, comme vous le savez, a été assassiné un 6 à 7 juillet 2025. Je vous avais promis de ne pas laisser mourir cet événement sans que justice ne soit faite. Aussi, vous proposez aujourd'hui une édition spéciale avec nul autre que le fils du président assassiné, Monsieur Jovenel Moïse. L'émission d'aujourd'hui sera une entrevue fleuve, c'est la seule qu'il décide d'accorder d'ailleurs, à l'occasion de ce crapuleux anniversaire. Il nous promet d'y aller à cœur ouvert. Pas de langue de bois, pas de langage sibyllin, il va s'exprimer en tant que fils. Bien sûr qu'on va reprendre le fil de ce film cauchemardesque. Il nous permettra de revivre les jours, les heures qui ont précédé et qui ont suivi l'assassinat de son père. Mais au-delà de ce film, nous nous intéresserons aussi à ce qui se fait au niveau de la justice depuis l'assassinat de son papa. Bon. Tout le monde le sait, c'est un crime transnational à plusieurs titres parce que il y a des étrangers qui ont été impliqués dans cet assassinat. Des étrangers, vous en entendez parler, on parle principalement de Colombiens. C'est un crime transnational aussi parce que l'un de ceux qui étaient présents sur les lieux de l'assassinat avait entre les mains un mégaphone dans lequel il disait tout haut, nous sommes des agents de la DIA. Et
les services secrets américains n'ont jamais démenti cela. Au fait, ils ont même confirmé que l'un de ceux qui se retrouvaient sur le théâtre de l'assassinat travaillait effectivement travaille encore pour les services de renseignement américains. Donc, crime transnational à double titre. Mais il faut ajouter que c'est un crime transnational à un autre titre. Tout le monde sait que rien ne se fait en Haïti sans que le département d'État n'en soit informé. Comme par hasard, et c'est mon opinion, un mois avant l'assassinat du président, l'ambassadrice d'alors, l'ambassadeur des États-Unis accrédité alors à Port-au-Prince est parti comme par hasard pour une audition auprès de la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain. Le voyage aura duré 1 mois. Et comme par hasard, suivez mon regard et vous connaissez mes convictions, il n'y a pas de hasard en histoire. Et ce fut pendant ce moment que le président Jovenel a été assassiné, comme par hasard. Dans les semaines qui ont précédé l'assassinat du président, l'ancienne ambassadeur d'Haïti à Port-au-Prince est allée recommander à la puissante commission des affaires étrangères du Sénat américain qu'on mette hors d'état de nuire le président d'alors. Et comme par hasard, le président a été assassiné. Donc c'est un crime transnational à plusieurs titres. Le fils du président avait engagé un cabinet d'avocats différent de celui engagé alors par la veuve du président, Martine Moïse, pour ne pas la nommer. Or, comme pour compliquer l'affaire, la théorie de Pasqua, quand une affaire nous emmerde, il faut créer une affaire dans l'affaire, et s'il faut en créer une troisième, et Pasqua fait le pari, au terme de toutes ces affaires, personne ne se souviendra de l'affaire originelle, c'est-à-dire de l'affaire à l'origine. Et donc, comme pour compliquer l'affaire, il y a bientôt un peu plus d'1 an, le juge d'instruction chargé d'enquêter sur l'assassinat du président, juge d'instruction haïtien, j'entends, a inculpé nul autre que Martine Moïse, la veuve du président. Celle-là même qui s'était présentée devant des caméras du monde entier en victime en disant qu'on l'avait laissée pour morte sous le lit conjugal et qu'elle a dû donc faire la morte, se cacher sous le lit. Or voilà que le juge d'instruction l'a inculpé. Mais pire, le juge d'instruction a inculpé quelqu'un d'autre, celui qui était le premier ministre d'alors, premier ministre sortant, mais premier ministre quand même, liquidant des affaires courantes, mais premier ministre quand même, Claude Joseph, pour ne pas le nommer. Beaucoup d'affaires dans l'affaire. Moi, je fais un travail d'analyste politique, un travail d'enquêteur. Mon rôle consistera à poser les questions, à poser les vraies questions. Mon rôle consistera à relancer le fils du président, non pas dans le but de le coincer. Il n'est ni accusé ni acteur. Il est le fils d'un président assassiné. Il en sait plus que nous. Nous allons donc lui poser toutes les questions. À lui de répondre, mais à vous de juger du sérieux, de la légèreté, de la profondeur de ces réponses. Mais vous l'aurez compris, ça va être une émission riche en émotions, une émission, je l'espère, riche en informations. Le but, au-delà de tout cela, c'est de coincer ceux qui ont assassiné le président d'Haïti. Il ne faut pas que les assassins courent. Qui qu'ils soient américains, qu'ils soient colombiens, qu'ils soient haïtiens. Il y a dans une chaîne pénale plusieurs niveaux de responsabilité. Il y a les commanditaires, ce qu'on appelle les auteurs intellectuels. Il y a ceux qui financent. Il y a les exécutants. Mais il y a ceux qui sont informés. Dans une chaîne pénale, ceux qui sont informés de la commission d'un crime avant la commission du dit crime
et qui ne le dénoncent pas sont complices aussi. Et donc, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Nous espérons que vous resterez des nôtres jusqu'à la toute fin de cette émission. Vous connaissez le rituel, je n'ai pas ma tasse de café habituelle. Vous l'aurez compris, nous avons changé de lieu pour cette émission. Sécurité oblige. Eh bien, je vous invite à vous offrir tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Aujourd'hui encore, comme toujours, nous allons dire les vraies affaires. Restez là, nous allons observer une pause. Au retour de la dite pause, je vous reviens avec le fils du défunt président mort. Non, il n'est pas mort, il a été assassiné. Jovenel Moïse. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Jovenel Moïse, merci d'être avec nous. Civilité oblige. Comment vas-tu? D'abord, toujours un plaisir de converser avec toi, docteur Fizeme. Je vais bien, je guéris tranquillement, je prends le temps nécessaire. Comme j'aime dire, j'apprends à vivre et quand c'est nécessaire, je réapprends à vivre. Et voilà, je suis en santé et la tête sur les épaules et on continue le travail. Mhm. Sauf qu'on t'a vu là où on ne t'attendait pas. Tu as inondé les réseaux de production musicale, hein, production au pluriel, qui valent la peine d'être consommées. Tiens, l'artiste en Merci. toi est né quand? Oh, je pense qu'il y a un artiste chez tout le monde, Voilà, parce qu'on est tous des créateurs à la chez moi, base. c'est pareil. Ouais, et, musique ou d'autres formes d'art, je pense qu'il y a un artiste chez tout le monde. Mais moi, ça a commencé officiellement en 2018, à peu près. Mon père était président lorsque j'ai commencé à faire de la musique, mais Mhm, j'écrivais depuis ma jeunesse. J'ai participé dans des concours de poésie, de littérature et tout ça. J'avais même un recueil qui était prêt à être publié, je pense, vers 2010-2011. mhm, Donc, mhm, déjà, j'étais dans le bassin là, de mhm. la création, de la créativité. C'est prouvé scientifiquement que la créativité est souvent un exutoire Mhm. pour la souffrance, c'est aussi une thérapeutique. Ouais. Est-ce que c'est comme ça que tu la vis, ta vie artistique? Est-ce que euh, le côté musicien, le côté chanteur est ta façon à toi d'exorciser le mal en toi, le mal de la souffrance, le mal de l'assassinat de ton papa? Oui, oui, à un certain niveau, bien que je ne veux pas résumer toute mon expression artistique à l'événement, triste événement de l'assassinat de mon père en 2021, mais effectivement, comme tu viens de le dire, l'expression artistique, c'est l'expression la plus profonde. On ne se ment pas quand on crée. Donc, tout ce qu'on a, c'est ce qui va ressortir, justement. Donc, pendant ces dernières années, l'émotion qui m'habitait le plus, c'est la peine, c'est la mélancolie, c'est de la colère aussi, à un certain niveau. Donc, ça ressort dans ce que je crée, ça ressort dans ce que je fais, mais aussi le renouveau. Parce que, comme je l'ai dit en introduction, je suis en train de réapprendre plein de choses, comme une personne qui a été handicapée, puis qui Mhm, doit mhm, recommencer à apprendre à marcher et tout ça. Donc, je réapprends beaucoup de choses émotionnellement, je me réapprivoise et l'expression artistique me permet de le faire, donc je touche à différents sujets. mhm, Mais dans ma tête, il y a une distinction claire entre
Joverlin Moïse, la personne, Joverlin Moïse, le fils du président, qui justement doit se battre pour que lumière soit faite sur cet événement, et Jovenel Moïse l'artiste. Mhm. Même si que je le sais, ces trois entités se rencontrent volontaire ou involontairement, Mhm. mais j'essaie de me placer dans les trois mondes. Mhm. Et pourtant, bon, regarde, euh, rigueur oblige, j'ai suivi euh, les, euh, les productions que tu as partagées avec le public. Il y a un moment où c'était la tristesse, bien sûr, ça, ouais, c'est ça, Mhm. mais tu as chanté aussi l'amour. Tu Définitivement. parles d'un individu, d'une personne qui est importante pour toi. Donc, tu chantes, oui, la souffrance, tu chantes l'amour, mais à moins que je me trompe, euh, tu chevauches plus la langue de Shakespeare, l'anglais, que le créole ou le français. Est-ce que l'anglais a été pour toi l'instrumentum, l'instrument le plus facile pour dire ton mal? Explique-nous ça un peu. En fait, il y a plusieurs éléments de réponse à cette question, mais vraiment, on me l'a rarement posé cette question. Mhm. En fait, premièrement, c'est la langue avec laquelle j'ai commencé à chanter, Ah bon, tiens, que j'ai l'anglais. utilisé Ouais, exactement ouais. mes premières sessions au studio, c'était ça. Je ne sais pas pourquoi, ça a été un choix anodin. Puis Mhm. l'anglais n'est pas nécessairement ma première langue, ni ma deuxième langue non plus. J'espère. C'est, euh, donc c'est ça. Et l'autre élément, c'est que j'aime commencer par le défi. Mhm. J'aime commencer par la chose la plus difficile à faire Mhm. et ensuite, tu sais, découler tranquillement vers ce qui est Mhm. Mhm. plus facile, plus admissible. Donc, l'anglais, pour moi, ça a été un défi personnel. Je me suis dit, écoute, pourquoi ne pas m'améliorer Mhm. en utilisant la langue? Pourquoi ne pas faire de la poésie Mhm. en anglais? Ça a commencé comme ça. Et à un moment donné, on est passé par le chant et tout ça. Puis, donc là, maintenant, tout ce qui est création de mélodies pendant un certain temps, en tout cas, ça m'est venu en tête Mhm. en anglais. Mais je reviens tranquillement à mes racines. Donc là, j'ai beaucoup de choses qui se préparent pour les prochaines semaines, prochains mois, Mhm. qui vont être en créole principalement Mhm. et aussi en français. Ouais, Ouf. ouais, J'ai envie de dire, ouais. pas que tu ne chantes pas bien en anglais, le marché, on le sait, il est américain, mais l'haïtien est très sentimental. Définitivement. Et donc, quand l'un des nôtres brille, bien sûr, on, on sait que quand le message passe, quand l'inspiration vient, elle descend dans une langue et souvent c'est même cette langue-là t'est imposée. Mais je voulais savoir si c'était un abandon, on va le dire ainsi, du public haïtien et donc de ta culture au profit de l'anglais, même si encore une fois, je sais que c'est jamais un handicap de parler plusieurs langues et encore moins quand on est artiste, d'autant que, je le dis, le marché est anglais, enfin est américain. Ouais. Alors, content de savoir que tu chanteras aussi, j'ai pas dit tu chanteras seulement, mais tu chanteras aussi en créole. Ouais. Ton public haïtien euh, ne pourra que s'en réjouir. Ouais, en fait, l'art, en ce qui me concerne, l'art, je pense que c'est universel, en fait. L'art n'a pas de langue. La langue, c'est primaire comme Mhm. forme de C'est un communication véhicule. à un Mhm. certain niveau, Mhm. parce qu'on communique aussi les émotions, on Mhm. communique aussi le ressenti. Dans une chanson, par exemple, qu'on comprendrait absolument rien, on peut comprendre les émotions. Mhm. Donc ça, c'est la première des choses. Et en plus, euh, quand on se rappelle de nos racines, nous, Haïtiens, Mhm. nous venons de l'ouest de l'Afrique Mhm. et nous venons de sociétés où, en moyenne, ça Mhm. parle 5, 10 langues. Mhm. Donc, Mhm. on Oui, est, bien sûr. un enfant de 6 ans parle Mhm. 6, 7 langues. Mhm. C'est tout à fait normal Mhm. dans nos sociétés africaines. Mhm. Donc, tu sais, jouer avec la langue ne touche pas Mhm. nécessairement à l'art. Mhm. En ce qui me concerne, Mhm. l'art vient avant, Mhm. l'art vient en Mhm. amont. Cependant, oui, il faut rester attaché à ses racines, il faut rester attaché Mhm. à sa culture, Mhm. à son environnement. Ouais. Charité bien ordonnée commence par soi-même, je veux dire,
à notre auditoire que l'entrevue sera bilingue, hein. Ouais. Il faut dire, ah ouais, mais voilà, il demande à Joverlin pourquoi ne chante-t-il pas en créole et puis il conduit l'entrevue en français. Nous ne parlons pas les créoles, tout. Merci. Mais il y a une dimension pédagogique à cette entrevue. Le monde était secoué par cet assassinat. Et donc, j'ai choisi de faire l'entrevue dans les deux langues pour que nos frères africains, avec qui nous partageons une langue passerelle, le français, puissent comprendre aussi, puissent suivre l'évolution du dossier de la justice là-dedans. Et l'invité et moi, nous nous sommes entendus de chevaucher les deux langues. Super. Ouais. On n'a pas les créoles, Bien sûr. Nous parlons les créoles. nous sentimos nous parler créole, le Exact. français a tourné tout d'apprendre, mais c'est pas de l'aliénation que de parler une Exactement. autre langue. Donc, ce qu'on Voilà. dit, le combat, ce n'est pas la langue. Le combat, c'est la justice. La langue n'est qu'un véhicule. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, hein, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas des diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsemi.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Joverlin, revenons. Mhm. Dans les jours qui ont précédé la nuit du 6 au 7 juillet 2021, Mhm. 4 ans plus tard, tu m'as déjà accordé une entrevue il y a précisément 4 ans. 4 ans plus tard, quand tu y repenses, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs? Tu étais très proche de ton papa, on le savait. Tu étais même un conseiller informel de ton papa. Je t'ai rencontré en une circonstance particulière quand ton papa était président. Tu étais venu à Montréal dans le cadre d'une rencontre avec des gens d'affaires montréalais et j'ai eu le bonheur de te rencontrer. Donc, tu étais conseiller de ton papa. Donc, tu étais très proche de ton papa. Dis-moi, 4 ans plus tard, donc lorsque tu y repenses a posteriori, là, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs qu'aujourd'hui tu interprètes autrement et qui annonçaient l'assassinat de ton papa? Bien sûr, 4 ans plus tard, c'est beaucoup plus simple de répondre à cette question aujourd'hui. Cependant, si je me replace en 2021 et je me replace les quelques semaines qui ont précédé, quelques semaines et mois qui ont précédé le 6-7 juillet, il n'y avait pas de signe tangible qu'il allait avoir un assassinat. Et de toute façon, je me rappelle, on rentrait d'un dîner, moi et ma conjointe et ma fille aussi, de chez mon père, où mon père, il nous racontait un Nous peu. sommes à quelle date Nous exactement? sommes à peu près 1 mois et demi, 2 mois avant l'assassinat. Donc le mois de mai, À peu près, avril, mai, là, d'accord. exactement. On rentrait d'un dîner tard le soir et
mon père venait de nous expliquer un peu, en fait, à toute la famille. Moi, j'étais pas mal au courant de ce qui se passait, Mhm. mais à toute la famille, il venait de nous expliquer les défis. Il venait de nous expliquer la complexité du problème. Il venait La de nous expliquer. complexité du problème ou bien de la fonction de président. Parce que Non, si tu dis du problème, j'ai le goût de te demander de c'est le quel problème, problème exactement. Tu sais, parle-t-on? le problème, je vais ouvrir la parenthèse, puis on Mhm. va refermer, puis on va Mhm. pouvoir revenir là-dessus un peu plus Mhm. tard aussi. Le problème lié au développement, le problème lié à l'autonomie Mhm. du peuple haïtien. Mhm. C'est pas un problème en ce qui nous concerne, c'est ce que nous voulons, Mhm. mais cet élément-là représente un problème pour une classe économique, pour une partie du pays, une minorité, une toute petite minorité en fait, et même pour certains pays de la communauté internationale. On Mhm. va en revenir aussi. Mhm. Donc, il discutait de la complexité de la chose, il discutait tu sais, les éléments techniques, en parlant des secteurs clés comme le pétrole, en parlant des secteurs clés comme l'énergie et tout ça, ou encore cette histoire d'armement ou de financement de gangs de rue qui aujourd'hui est out of hand, Mhm. ou encore de kidnapping à cette époque. Donc, il nous présentait un peu, il nous faisait le topo, OK? Et en rentrant ce soir-là, ma conjointe m'a dit, juste le fait qu'on sait tout ça, on est en danger. Juste le fait qu'on a toutes ces informations-là, on a les noms, on connaît ces gens-là, Mhm. on est extrêmement en danger. Et moi, naïf que j'ai été il y a 4 ans, Mhm. et aussi dans cette histoire c'est pas une confiance, mais on le sait qu'il y a une ingérence politique de la part de Washington en ce qui concerne la politique haïtienne. Mhm. Et on se dit aussi, puisque ça faisait longtemps qu'un président ne s'était pas fait assassiner en Haïti, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas la volonté. Il y a 100 ans avant, non? Ouais, Mhm. C'était en c'était en 1915, 1915, bien sûr. exactement. Euh, donc, Vulbrin Guillaume Sam, Oui, c'est ça, exact, hein. exactement. Ce qui va tout de suite enfin, provoquer l'invasion et l'occupation du pays par Et Washington exact, en exactement, on va 1920. y revenir aussi. Donc, il y avait en ce qui me concerne, il y avait une relation, je dirais pas de confiance, mais il y a un niveau de bénéfice du doute, on va dire, par rapport aux Américains. Et moi, j'ai répondu à ma conjointe, oui, je sais, mais les Américains ne vont pas permettre ce genre de choses. Tu vois, pas au 21e siècle, pas maintenant, pas en Haïti, pas à l'ère des réseaux sociaux. Mhm. Et bon, voilà, on sait ce qui s'est passé quelques semaines et quelques mois plus tard. Mhm. Donc déjà, on appréhendait la possibilité qu'il y aurait violence, mais pas à ce niveau-là, nécessairement. Et si tu vivais en Haïti à cette époque-là, il y avait d'autres signes aussi. Il y avait un moment de calme inhabituel pendant le mandat. Parce que depuis Le pays LOC. depuis le pays LOC, Mhm. exactement, c'était l'enchaînement de pays LOC de Mhm. 2018 Mhm. à 2020, fin Mhm. 2020. Donc là, on est en 2021, il y a un moment de calme, il y a quelques mois de calme. On parle plus d'élections, on parle de référendum Mhm. constitutionnel, Mhm. on parle d'électrification 24/7, 24 Mhm. sur 24. Mhm. On parle des gros projets d'infrastructure. Mhm. Donc, on le sent qu'on est en train de poser la base pour un développement durable. C'était ça, l'énergie. Cependant, le calme ne s'expliquait pas. Parce que pourquoi les gens qui ont passé les 2, 3 dernières années à tourner Port-au-Prince à l'envers, ils se sont arrêtés du jour au Les lendemain? balles, il faut l'aller. Exactement. Pourquoi ils Mhm. se sont arrêtés? Donc, moi, j'avais compris que, parce que mon père me l'avait dit, il a eu les informations, les renseignements nécessaires. Et lorsqu'il s'est rendu compte que mettre un point à ce qui se passe au niveau de l'insécurité, tout ça voudrait dire, à un certain niveau, arrêter 90% du pays, élite économique et politique incluse. Mhm. Donc, il les a parlé pour justement les informer que, écoute, je détiens l'information, il va falloir que vous vous arrangez. Et ça ne peut pas se continuer. Donc, moi, je Mhm. me disais, c'est peut-être le message qu'ils ont reçu. Mais Mhm. c'était pas ça. Mhm. C'était pas ça, on le sait aujourd'hui, c'était une préparation. C'était une Mhm. période de préparation, en fait. Mhm. Parce que ce genre de crime demande de la préparation, demande Mhm. du financement, demande les alliés nécessaires. Donc, il y a eu cette période. Au niveau personnel, mon père me semblait vraiment bien, confiant de ce qu'il faisait, confiant de la direction dans laquelle il allait. Jusqu'à 2, 3 jours avant,
la fin de semaine, en fait, la fin de semaine qui a précédé Le mercredi. le 7 juillet, Mhm. exactement. Donc, on Mhm. parle de samedi, peut-être 3-4 Mhm. juillet. Lorsqu'il a procédé au changement du premier ministre, il m'avait Mhm. appelé, j'étais au Cap-Haïtien, j'étais sur un Mhm. chantier. Et moi, je lui ai dit, mais c'est pas le bon moment. Je ne comprends pas. On est calme, on travaille sur le référendum, on a un texte de la nouvelle constitution qui est disponible, tout le monde, tu sais, pour consultation. Mhm. On parle d'élections, il reste 6 mois, les projets avancent. Mhm. Pourquoi changer de premier ministre maintenant? Mhm. Mais quelle mouche l'avait piqué, justement? Passez-moi Le l'expression. changement du premier Oui, bien ministre? sûr. Mhm. Ben, le changement Passer de Claude Joseph à Ariel Henry. avec un peu de recul aujourd'hui, et si on veut faire de la politique pratico-pratique, Mhm. ça n'a pas été une décision personnelle. Ça a été une décision, en fait, un résultat direct de l'ingérence politique. OK? Ce changement Ingérence politique de qui? de la communauté internationale, plus précisément Washington. On peut dire les choses comme elles sont. Dis-nous en plus. OK. Pourquoi? Parce que les gens, j'ai vu une entrevue l'autre jour, il y a un autre président européen qui parlait de la politique américaine. Et je vais prendre, je vais prendre cet élément comme exemple, en fait. Et il mentionnait que au moment où le président américain il devient président après son investiture, il y a des messieurs qui arrivent en costard, cravate noire et qui viennent lui dire exactement comment va fonctionner son mandat, en fait. Mhm. Ce n'est plus sa volonté, sa direction, non, Mhm. c'est un système. Appliquons à Haïti. OK, maintenant appliquons à Haïti. Donc, Mhm. déjà, dis-toi, pour Washington, pour un président américain, c'est le cas. Donc, imagine pour Mhm. Haïti. Mhm. Déjà, le choix de savoir qui va être président, c'est un faux choix. Mhm. Ce qui me concerne, et ça, c'est le futur politologue qui parle, Mhm. parce que Mhm. j'étudie en politique, Mhm. c'est un faux choix. En fait, si lors des élections en Haïti, pendant les dernières décennies, vous avez le choix entre 100 candidats, Mhm. il y a à peu près, il y a une seule administration qui a choisi ces 100 candidats-là. Donc, Et tu es en train de dire que ton papa, indirectement ou directement, si je suis ta logique, c'est le choix de Washington comme président aussi. tous les candidats ont été le choix de Washington, peu importe celui que le peuple y vote. Et donc, je déduis, puisque tous les candidats étaient le choix de Washington, ton papa est un élément de ce tout, il est élu avec la bénédiction de Washington. Initialement, oui. On est sûr. Initialement, Qu'est-ce que oui. ça veut dire initialement? Pourquoi? Parce que il va grandir, il va évoluer dans son poste. Mhm. Et à partir du moment qu'il va se rendre compte il a les mains liées, Mhm. à partir du moment qu'il va se rendre compte que même si que sur papier, c'est lui le président, Mhm. mais en fin de compte, ces décisions ne dépendent pas de lui, Mhm. il va se détacher de ce système. Mhm. Il va se retourner contre ce système. Mhm. Et ça a commencé à partir de 2018-2019, lorsqu'on a commencé avec les vagues de pays log, justement. Mhm. Parce que c'est à cette époque-là où il a changé des politiques publiques simples, assez simples, mais qui a Exemple. révolté beaucoup de gens. Par exemple, une limite par rapport au prix des voitures que l'administration publique pouvait acheter. Mhm. OK, plus de blindés à 250 000 $, il y a une limite à 70 ou 75 000 $, je ne me rappelle plus. Mhm. Donc déjà, ça a fait des mécontents parce qu'il y a des gens qui faisaient de l'argent avec ce genre de dossier. Quand on dit des gens, Mhm. le titre de l'émission, c'est 4 ans plus tard, le fils du président assassiné se vide le cœur. Mhm. Moi, mon rôle, c'est de te pousser à te vider le cœur. Il y a des gens, Mhm. il y a 12 millions d'Haïtiens, on s'entend. Mhm. Ce ne sont pas les 12 millions qui bénéficient de cela. Qui avait ces contrats-là d'achat de blindés? Était-ce Dimitri Hérard? Était-ce le chef de la police? Qui? OK. Pour mieux répondre à cette question, il faut regarder la chose dans son ensemble. D'accord. Il ne faut pas rester trop proche de la question, sinon on la voit mal. Mhm. Reculons un peu, prenons un Oui. peu de recul. La chose qu'il faut comprendre en politique en Haïti, c'est que le pays, en général, est dirigé par quelques centaines de personnes, Qui? économiquement et politiquement. Allons-y. OK? Et donc, la classe économique et la classe Je politique. t'aide, je te donne quelques noms. Les Bito, les Vogue, mais tout le monde les connaît. Les Madsen, très bien. L'information publique. Voilà. Cependant, donc ça c'est important parce Oui. que l'autre jour j'avais une discussion avec un très bon ami et lui il me disait à un moment donné, faut que nous prenions responsabilité, nous pour qui ça nous pas. Et après je lui ai demandé, mais il va falloir définir le nous. Oui.
C'est qui nous? Et c'est comme tu viens de dire, le nous, c'est pas les 12 millions Alors, haïtiens. bien sûr. Donc, c'est une toute petite classe. Et là, j'ai un autre ami qui m'a dit, ouais, c'est à peu près 10 000 personnes. Là, je lui ai dit, mais non, ça, c'est beaucoup trop. C'est pas 10 000, c'est quelques centaines de personnes. Même Entre pas la un classe million? quelques centaines. Du secteur des affaires ou du secteur politique ou des deux? Les deux. Ou du secteur international? Non, on parle en Haïti, on reste D'accord, très national. bien. OK? Et quand j'ai parlé de ces fameux contrats, il faut comprendre qu'il y a toute une classe économique. Quand je parle de la classe économique, c'est pas un tout homogène. Ça, c'est important. Il faut Bien le sûr. comprendre. C'est pas, ils sont tous de la même façon, ils vont Bon, tous dans la on même a des direction. Syro-Libanais, on a des Juifs, on a des Haïtiens. Puis, il y a des intérêts aussi à travers cette fameuse élite économique D'accord. qui se rapproche plus des intérêts haïtiens. Mhm. Tandis qu'il y a des intérêts qui s'éloignent drastiquement des intérêts haïtiens. Mhm. Donc, on a une partie de cette classe économique Mhm. qui vit littéralement sur des contrats avec l'État. L'État est leur client Mhm. principal. Mhm. C'est aussi simple que ça. Mhm. Donc, qu'on parle Des contrats de d'énergie, gré à gré, qu'on parle oui, qu'on des- parle d'énergie, qu'on Mhm. parle d'import-export, qu'on Mutuel. parle de port, qu'on Mhm. parle je sais pas moi, de pétrole, qu'on Mhm. parle de... Les grands secteurs Mhm. sont contrôlés par cette partie de cette Mhm. élite économique, Mhm. quelques centaines de personnes. Le haut négoce, en fait. là. Et exactement. Et Mhm. l'État se trouve au service de ces gens-là, pas au Mhm. service du peuple. Mhm. Et lorsque mon père, il l'a compris, parce que devenir président d'Haïti, premièrement, c'est pas une mince affaire. Il Mhm. faut travailler dur, il faut Mhm. faire des accords, il faut serrer des mains, Mhm. des fois avec le diable. Mhm. Et à un moment donné, tu te retrouves au milieu de ces gens-là avec qui tu as fait des accords et tout ça. Et à chaque fois que tu essaies de prendre la décision de prioriser les intérêts du peuple, Mhm. tu te fais taper sur les doigts. Mhm. Donc, à un moment donné, lui, il a pris sa position en main et on a eu cette conversation précisément le 7 février 2021, moi et mon père, Mhm. et on parlait d'un sujet assez sensible. Donc 5 mois avant son assassinat. Exactement. Et on a parlé de la mort parce que je lui ai dit, moi, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas aller dans cette direction. Et je lui ai dit, de quoi Qu'est-ce a que ton tu crains? cœur? Est-ce que Mhm. c'est la mort? Je lui ai dit, moi, je préfère mourir en prenant ce genre de direction au lieu de me tomber dans match ou bien machine frappée, tu vois, Mhm. ce genre Donc tu de préfères mort. mourir pour une cause. Exactement. Mhm. Et ce jour-là, il me l'a dit, je parlais à un autre ami, ça fait pas longtemps, puis qui me disait, les gens, lorsqu'ils sont prêts à partir, ils nous le disent. Moi, mon père me l'a dit 5 mois avant. Il m'a dit, moi, je suis prêt, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et dans la direction où je vais aller dans cette direction. Était-ce une posture ou une conviction? Quand il a dit, Pure je suis conviction. prêt. Pure conviction. Pure conviction. Mhm. Connaissant Jovenel Moïse, il n'est pas capable de... et c'est pour ça qu'il a gagné les élections, en fait. Mhm. Il n'est pas capable de bluffer. Mhm. Il n'est pas capable, bon, pour lui, c'est comme s'il ne respectait pas son autonomie en tant qu'être humain. Mhm. Faire les choses à moitié. Tout ce qu'il te dit, il te le dit, à 120%. Mhm. Et il prend dans la direction, il prend dans la direction. Hein. C'est simple que ça. Intégrité journalistique, mais intellectuelle oblige. Ce n'est pas toujours comme ça qu'on perçoit ton papa. Beaucoup, on va se dire les vraies choses. Mhm. Et c'est à toi de répondre. Et je veux préciser pour le public, Jovenel répond en tant que fils. On s'attend à ce qu'il présente une image favorable de son papa. Mais il ne faut pas lui en tenir rigueur. Ce n'est pas lui le président élu. Lui, il n'avait pas de charge publique. Moi, je l'invite comme témoin privilégié d'une présidence qui s'est soldée par un assassinat. Donc, s'il vous plaît, je sais qu'il y a des questions que vous auriez aimé poser, mais il faut distinguer les personnes. Ce n'est pas Jovenel Moïse que j'ai en face de moi. Hélas, il a été assassiné. Et sachant que ce n'est pas Jovenel Moïse, il y a des questions que j'aurais pu poser à Jovenel Moïse, mais qui ne sont plus de mise parce que Jovenel Moïse a été assassiné. Et donc, celui qui me parle, il nous parle en tant que fils. Son rôle, c'est de présenter l'image de son papa, l'image forcément favorable. Mon rôle, c'est de le relancer, c'est de cadrer. Mon rôle, ce n'est pas de le coincer ni de l'accuser. Il n'a pas de charge publique. Donc, je veux faire cette précision parce que je vois vos réactions. Et donc, n'oublions pas, il ne faut pas substituer Joverlin à Jovenel. Il est Joverlin. Et il répond
en tant que fils selon ce qu'il perçoit de son papa. Donc, Vous vous demandez où trouver mes livres. Simple, sur mon site, prioritairement. www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. tu nous présentes une image de ton papa qui est un homme de parole et qui ne peut pas bluffer, qui ne peut pas mentir, avec égard, donc avec tout le respect que j'ai pour toi. Ce n'est pas comme ça qu'il est perçu. Que réponds-tu à ça? Deux choses, en fait, avant de répondre à la question directement. Je tiens aussi à le dire, c'est pas une correction, en fait, c'est Oui. juste que je mentionne mon point de vue là-dessus. Lorsque je parle de mon père, je fais un effort particulier pour être le plus objectif possible. OK? Et je tiens aussi à le dire publiquement. Avec mon père, on n'a pas toujours été d'accord avec tout. On a toujours eu nos différends. Comme par exemple, il y a certaines décisions politiques qui ont été prises. Moi, je n'étais pas d'accord, personnellement. Et Lesquels? activement, en fait. Ben, par rapport à la communication, par exemple. Parce que là, tu viens juste de mentionner que c'est pas comme ça que les gens ils l'ont perçu. Et moi, j'avais compris que depuis début des années 2000, depuis le début de l'année 2018, en fait, que il y avait justement cette volonté au sein de son cabinet. On lui demandait d'arrêter de s'exprimer publiquement trop souvent. Parce que de son investiture le 7 février 2017 à peu près juin, juillet 2018, il parlait à peu près une fois par semaine. Il était présent, il était dans les émissions, il y avait de la communication. Les membres de son cabinet lui ont demandé d'arrêter de faire ça. Écoute, Monsieur Moïse, Monsieur le Président, vous avez les porte-paroles, il faut les laisser faire leur travail parce que, voilà, quand vous parlez, ça nous éclipse. Exact. Moi, j'étais contre. J'étais contre cette décision parce que je lui disais toujours, en fait, je le voyais le dimanche matin, lorsque je passais le voir un dimanche matin, il prenait son assiette, allait à la cuisine, se servait un plat de maïs, puis ça, M. Chital, il mangeait, et puis moi, j'étais comme, tu vois ça, tu dois le montrer au public, parce que ça, c'est toi. Parce que les gens, ils te prennent pour un bourreau qui vit dans un palais où tout est en or, puis qui a 150 personnes à son service, tandis que, regarde-toi. Dans une tour d'ivoire. Tu n'as absolument personne. En fait, il ne veut même pas avoir des gens pour le servir à manger. Il le fait tout seul. Donc moi, je lui disais, déjà, cette histoire de communication, moi, je ne suis pas d'accord. Il va falloir que tu montres un peu de ta vie privée. Il va falloir que tu t'exposes. Il faut que tu recommences à parler. Et effectivement, il a arrêté de parler la première moitié de l'année 2018. Et le pays là That's it, c'est fini. À chaque fois qu'il prenait la parole après, c'était trop tard. Parce que là, c'est la phrase que j'utilisais toujours avec lui. Tu étais en réaction. Et en politique, il ne faut jamais être en réaction. Le moins que possible. Donc, il faut plutôt avoir l'initiative. Toujours être en proactivité, le plus que possible. Donc déjà, ça, c'est pour dire que moi et mon père, on n'était pas d'accord sur tout. Et deuxièmement, je suis aussi un scientifique de la politique. J'étudie en politique. Je suis en train de terminer mes études en philosophie et en politique. Donc, mon approche ou mes analyses sur le mandat de mon père, il y a la dimension personnelle, c'est un fils, mais il y a aussi la dimension professionnelle ou la dimension scientifique. C'est un politologue, c'est un analyste politique. La dimension technique. Exactement. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir.
À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Avec égard, encore une fois, sans vouloir te désavouer, mais l'historien en moi me commande de rappeler cette vérité triste. Mais à peu près toute l'histoire politique d'Haïti, c'est une histoire de corruption. J'enlèverai quelques noms. Dessalines, quoi qu'on dise, n'était pas un corrompu. Christophe n'était pas un corrompu. C'est le seul président à avoir légué ses biens à l'État haïtien et à l'armée d'Haïti. Peut estimer. Mais les autres, citez-moi un nom et je vous cite une liste de corruption, de corrupteurs et de corrompus. Bon. Voilà. OK. Et donc, quand tu parles d'ingénierie sociale, il faut dire que les politiciens haïtiens ont bien accepté d'être au cœur de la corruption. Dites-moi, surfacturation, je vous donne tous les présidents. Dites-moi, gabegie, je vous donne tous les présidents. Dites-moi, des chefs d'État qui confondent leur cassette personnelle avec la cassette de l'État, je vous les nomme tous. J'accepte Christophe, Dessalines, estimé. Donc, quand je regarde ça, moi, comme historien, je dis, mais tiens, si tu dis c'est de l'ingénierie sociale, le fait par la population de perdre confiance en ses dirigeants, mais nos dirigeants n'ont pas démérité ce manque de confiance. Et c'est ce que je voulais mentionner, en fait. Lorsque j'ai parlé d'ingénierie sociale, il faut comprendre que l'ingénierie sociale a créé une nouvelle culture politique, calquée sur la corruption, OK? Où les chefs d'État, et pas seulement les chefs d'État, il faut ouvrir le spectre. Parce que l'administration publique, c'est pas juste un président. C'est beaucoup de ministres, c'est beaucoup de cabinets, c'est beaucoup de contrats, exactement. Donc, que normalement, le président, souvent, moi je l'ai vu avec mon père, puisque j'ai eu la chance sur son mandat d'être très présent, il était souvent le dernier à être au courant de beaucoup de décisions étatiques. C'est ça, le président. C'est ça, le pouvoir, en fait. C'est souvent le dernier à être au courant de plein de choses. Est-ce de l'aveuglement volontaire? Est-ce un choix? Ou est-ce le système? Moi, je pose la question. Non, je vais répondre rapidement, mais je vais revenir à mon idée initiale. C'est le système, mais on va y revenir. On va s'attarder là-dessus parce que le système est ainsi conçu, en fait. Le système, à travers, je pense, notre dernière constitution, si on prend le temps puis on la lit correctement, et si on regarde aussi les habitudes de fonctionnement du système, on le voit tout de suite. C'est un système qui a été conçu pour que le président puisse avoir les responsabilités, mais pas nécessairement les droits. OK? Donc, on va y revenir. Donc, c'est pour ça que je parle d'ingénierie sociale, OK? Et aussi pourquoi, comme tu viens de dire, les politiciens haïtiens, ils ont
à un certain niveau, respecter ce profil de corrupteur, mais c'est parce que De avec corrompu. exactement, Mhm. c'est parce avec cette nouvelle culture politique, les personnes qui ne veulent pas se faire corrompre ne s'approchent pas de la politique. Mhm. Les personnes, un jeune par exemple qui pense à son avenir, ne voudrait pas que après son nom, on ajoute voleur, Mhm. on ajoute corrupteur, Mhm. corrompu, on Mhm. ajoute toutes sortes de choses. Donc, les personnes qui ont vraiment une tête sur les épaules se sont retirées de la politique ou ils sont restés relativement très loin de la politique. Mhm. Mon père, je m'en rappelle, je viens juste de te le dire à l'introduction de cette émission, j'écrivais beaucoup lorsque j'étais jeune déjà Mhm. et j'étais très engagé. Il y avait un concours à l'Alliance française et le texte, c'était Si j'étais président. Mhm. C'était ça le texte. On est en 2009 là. De la République. J'ai Ex- pour le nombre, tiens, chanter cela. Bon, ok. Donc là, il partait le texte, il donne un titre, puis là, tu écris. Moi, j'ai préparé mon texte et Mhm. tout, et mon père, je lui ai demandé de porter correction à ce texte. Et là, il m'a dit, je te comprends pas, tu vas dans quelle direction là? C'est quoi cette histoire de politique? Mhm. Mais tu vois pas ce qui se passe autour de toi. Mhm. T'as jamais, ou pas jamais fait nouvelle. Mhm. Et là, je suis comme, mais non, m'intéresser à ce qui se passe chez moi, je veux pas être acteur politique. Mhm. C'est juste que pour ton regard critique sur Mhm. ça qui a passé. Un Hein. engagement citoyen. Exactement. Donc déjà, même mon père, comme je te l'ai Te dit, mettait en garde. il était très distant par rapport à la politique. De ce fait, lorsqu'il a décidé d'accepter de devenir candidat, Mhm. il m'a fait rentrer de Montréal. Mhm. Il m'a fait rentrer de Montréal une fin de semaine. Je suis arrivé au Cap-Haïtien, au Mhm. Trou du Nord, au Mhm. nord-est d'Haïti. Je suis resté là 8 heures de temps, Mhm. juste pour qu'il puisse m'annoncer qu'il va être candidat. Et ensuite, je devrais repartir le lendemain parce que j'avais un examen le lundi matin, Mhm. revenir à Montréal. Mhm. Donc, cette histoire politique, ça a été ça a été assez, il était ambivalent par Mhm. rapport à ce choix politique. Mhm. Et l'une des choses qu'il a pris le temps de me dire Mhm. pendant la rencontre, ça, pour le dire qu'il y a une candidat, il m'a dit, écoute, je le vois comme une opportunité Mhm. d'aider réellement. Mhm. Les gens l'auront compris, j'ai une déformation de ma formation. Je suis historien de formation, donc je suis un fil chronologique. Tu dis, lorsque ton papa devait t'annoncer qu'il serait candidat, nous sommes 2015, 15. 2016, bien Mhm. sûr. Ton papa t'a annoncé qu'il allait être candidat à la présidence parce qu'il était le choix du président d'alors, Michel Martelly. Tiens, en bas les créoles. Mhm. Président Aristide te lance son phrase dans le discours, parrain chatla, manger chatla, même moun fou saisi. Mhm. C'est le langage très sibyllin de Jean-Bertrand Aristide pour dire ce que tout le monde comprend, que Martelly a fait nommer Jovenel et il l'a assassiné au point que même les fous sont surpris. Était-ce un piège? 4 ans plus tard, nous sommes 2015, donc 10 ans plus tard, tu regardes la chose a posteriori. Est-ce que tu t'es dit, putain, il a entraîné mon père dans une espèce d'attrape-nigo, dans une souricière pour être son jouet, et lorsque ton père a voulu échapper à son contrôle, il l'a bouffé tout cru. Enfin, on essaie de comprendre le jeu de mots d'Aristide. Parrain chatla, manger chatla, même mon fou saisi. Toi, faisons une petite digression là. Ouais. En fait, premier bagage m'a dit, c'est que il est vraiment important que moi me toujours rappeler que jusqu'à présent, nous avons une enquête en cours, Mhm, nous avons non capacité, mhm, on a les preuves nécessaires que mhm, nous avons à administration judiciaire qui mhm, concernée, soit mhm, Haïti, soit au niveau mhm, international, pour nous assurer que les noms, nous pas juste cités dans la presse, nous pas juste dire nous penser, nous croire que mhm, non, faut que ça soit tangible. Et mhm, je pense que ça me dit aujourd'hui, là, c'est mhm, exactement le même bagage moi de 4 ans, là, me mhm, parler de ça. mhm. Donc, est-ce que je vais dire que telle personne, on parle de Moi, je Martelly. dis Martelly. Oui, Pas telle exactement. Pour me personne. dire Michel Martelly. Martelly fait ci, fait ça, et puis ça a été un Débat. grand piège, en Mhm, fait, étalé sur 10 ans. mhm, M'pas qu'à dire parce que non poursuite juridique, parce que moi-même m'obligé, dans le niveau, ça aurait été le plus neutre possible. Mais je ne peux pas non plus être celui qui va commencer à mettre des étiquettes sur des noms et le faire publiquement parce que ça va juste retirer en niveau sérieux dans la démarche juridique que m'a faire.
Parce que je l'ai dit à un membre de la famille depuis 2021 qui voulait poursuivre des gens, mais avec des noms, comprendre, mettez non mon sur le lit, et puis poursuivre tout le monde en même temps. Et je lui ai dit non, ça c'est un acte politique. Et mon a répondu moi avec raison que tout à fait, assassinat ou assassinat politique. Faut un acte politique. Et je lui ai dit oui, oui, oui. Tu fais un acte politique, ils vont te répondre par un acte politique. Et au pas national pour continuer à goumer au politiquement qu'on y a. Tandis que, si on était dans le juridique, là, ou plus ou moins qu'à continuer à goumer avec eux, ou plus ou moins qu'à porter preuve, ou plus ou moins qu'à faire bruit, ou plus ou moins qu'à faire balance l'empanché. Donc c'est, et je pense que c'est ça bonne raison quelques années plus tard, parce que justement, acte politique que tu fais un backlash, les retourner sur lui, parce que tu t'es attaqué à des gens qui sont sur le pouvoir, des gens qui ont carrément fait non ou paraître dans le dossier, des gens qui, moi je l'ai déjà vu en Haïti, des gens qui ont fait un numéro patent en compagnie paraître son rapport que ça fait aucun sens. Donc, faut vraiment faire attention. Moi, je savais, j'ai choisi mon combat, même si je voulais que le clair que moi, tant que un monde qui complètement aveugle. Je prends toujours par exemple ça, là, je parler de dossier ça. C'est comme si tu as 100 personnes dans une salle cinéma et puis il y a un monde qui est assassiné. En ce qui me concerne, peu importe qui est l'autre 99, l'autre monde, tout suspect pour moi. Jusqu'à ce que la justice dise autrement. Ou jusqu'à ce que me satisfasse à la justice dise non. Parce que la justice, quand dit non, que ne pas satisfaire avec elle. C'est pour ça qu'on a des équipes légales. C'est pour ça que les urbains, quand ils prennent une décision, ils allent dans direction, nous là pour nous faire appel, nous là pour nous assurer nous que. Mais revenons à la question initiale, qui concerne justement le choix de mon père en tant que candidat en 2015. La première chose, et ça c'est une perception que j'essaie de rendre scientifique en fait. Ma travail sur lui, même pensée me proche. Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Par contre, bien peser ça. Donc, c'est pas Martelly qui a fait de Jovenel un président. C'est quelqu'un exactement de l'externe. Il n'y a là, pas. On dit l'ambassade américaine. C'est Washington. C'est Washington. Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Là, nous rester focus sur faiseurs, soi-disant les faiseurs de roi haïtiens, nous chiffre focus nous justement, on ne se concentre plus sur le vrai problème. On ne se concentre plus sur lieu de pouvoir, le vrai côté lié, parce que nous mettons le souillon monde, parce que nous plaçons le souillon, petit groupe monde même, des fois c'est pas juste une personne. Donc ça c'est important de le comprendre. Est-ce que les soi-disant, les gens qui se font passer pour des faiseurs de roi en Haïti, est-ce qu'ils ne sont pas importants politiquement? Ce serait vraiment ridicule, irresponsable de dire une chose pareille. Okay? Cependant, il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Maintenant, dans cette logique, lors en 2015, puisque c'est une dernière période de campagne électorale que nous avons qui aboutit. Exactement, qui est faite constitutionnellement. Ou gagner, c'est ce que j'ai dit tantôt, ou gagner l'eau. Peu importe grosseur l'eau, il y a 5 personnes là-dedans, il y a 10 personnes là-dedans, il y a 100 personnes là-dedans. Un pool, comme on dit. Exactement. Dès que non, moun sa yo sous lissa, ils ont tous été choisis par la même personne. Ou si je n'aime parler de personne ou d'entité, je ne parle pas d'individu. On parle d'un lieu de pouvoir. On parle de précisément Washington. De près ou de loin, volontairement ou involontairement, que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Donc, le peuple haïtien, lui, quand il va voter, en fait, c'est un faux choix. C'est le dindon de la farce. Exactement. Mais on pourrait parler de politique générale. C'est aussi ça la démocratie à un certain niveau. Là, voilà. Donc, ces gens-là n'ont pas un candidat. Ils n'en ont pas 3. Tous les candidats sont leurs candidats. Peu importe le monde qui gagne, ça ne les dérange pas. Ils n'ont pas un profil préféré. OK? Maintenant, ils donnent à peu près, tout le monde a même moyen. Comment on peut l'utiliser de façon intelligemment, de façon intelligente pour arriver à tes fins, pour arriver dans le côté de rivière. Et mon père, lui, fils de paysan qu'il a été, il a fait exactement, il a fait le travail. Il a fait le travail, il l'a fait de l'extérieur vers l'intérieur. Il n'est pas parti de Port-au-Prince en pensant que le pouvoir est à Port-au-Prince, ma campagne doit se concentrer sur Port-au-Prince. Donc, il réussit débalancer bagaille pendant la campagne là
pour le réussir, mettez tête en position favorable pour le vin président, comme il l'est devenu, je pense, fin 2016, puis Après, l'investiture, justement, en en 2017, février 2017. 2017. Cependant, il y a un autre point important. Les gens, ils oublient. Entre 2015 à 2017, il y a eu un gouvernement de transition. Mhm. Avec Privert. Privert, oui. OK? Entre 2015 à 2017, il y a eu 2 élections qui ont été annulées. Mhm. OK? Mhm. Et dans chaque élection, ça a eu, mon père était le gagnant. Mhm. Donc, ce qui veut dire, le système, à un moment donné, est-ce que le système voyait qu'il y avait un déviant, qu'ils étaient en train de construire un déviant, qu'il allait probablement plus tard changer d'avis, qu'il allait probablement plus tard rester sur ses positions sans ne pas quitter tête l'influence? Est-ce que c'était ça? Mais une chose est sûre, et ça, par contre, si un peu le monde connaît, mais moi, je vais vous le dire. Lorsque Privert est devenu président de la République, après le départ de Martelly en février 2016, le parti politique, c'était parti haïtien intercalé, Mhm. PHTK, Mhm. c'est sous parti ça que papa m'a présenté comme président. Mhm. Le parti l'a abandonné. Qui le ça? Ah, Oui, dis-moi non. Mhm. non, mais c'est ça. Parce que m'ba j'entendais Martelly désavoué li, m'ba j'entendais aucun ponte de parti a dit écoutez, monsieur pas candidat nous encore. Donc ça c'est la première fois m'entendez. Justement. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que si on comprend un épisode, ça, on peut le comprendre tout le reste. Tu vas comprendre 2021, tu vas comprendre les mois qui ont précédé 2021, tu vas comprendre cette histoire de pays loc. Mhm. Mhm. Mais il faut comprendre partie ça. Le parti l'a laissé tomber. Ils l'ont fait, premièrement, lorsqu'ils ont décidé que, écoute, nous, on va annuler les élections parce que le parti était au pouvoir. On annule les élections, puis 7 février, c'est rendu. Le parti était au pouvoir. PHTK était au pouvoir. PHTK, donc oui, c'est Martelly qui organisait des élections. Exactement. Mais après, c'est Privert. Oui, mais avant d'arriver à Privert, Mhm. Martelly aurait pu terminer les élections. Mhm. Oui, mais Il y avait le public n'y croyait pas. Oh non, ça a été une décision strictement politique. Ça n'a pas été une décision du public. Le public, au contraire, Mhm. disait que vous pouvez le faire 1000 fois. Jovenel Moïse il va gagner à chaque fois parce qu'on va voter pour la même personne. Quand tu dis le public, c'est qui? On parle des gens qui ont voté, moins d'1 million de personnes en passant qui ont voté. Mhm. Donc, Donc tu dis bien moins d'1 million. Non, je le dis D'accord, parce très que bien. ça c'est une autre perception qu'on a d'Haïti ou qu'on a Mhm. du peuple haïtien. Mhm. C'est pas un peuple qui est, et c'est une bonne chose en Mhm. fait, c'est pas un peuple intrinsèquement politique. Mhm. C'est un peuple qui aime se retirer un peu de tout ce scandale et observer. Oui, parce que ça ne lui a jamais rien rapporté. Et Mais exactement. parce que tout le monde s'est foutu de sa gueule. Donc, lorsque le peuple haïtien réalise qu'il est le dindon de la farce ou bien qu'il est le con du dîner, il dit, mais faites votre foutu dîner sans moi. Exactement. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est une autre situation. Mhm. Cependant, il y a cette période. Revenons à cette période où le parti l'a laissé tomber. Mhm. Il y a cette anecdote. Mon père a été voir, avec un associé, il a été voir les membres du parti. Mhm. OK? Réunion, il les a convoqués. Écoute, les membres du parti sont là. On parle de début 2016. OK? Début 2016. Exactement. Est-ce que nous sommes sous Privert ou encore sous Martelly? Juste avant le départ de Martelly. Donc, nous sommes sous Martelly. Exactement. Très bien. Et c'est lui qui me l'a raconté, cette histoire en Mhm. passant. Alors, il va voir les membres du parti et il les dit, écoute, monsieur, Martelly est là-dedans. oui, tous les Ok. membres du parti sont là. Mhm. Monsieur, ok, nous comprenons faire élection, elle est extrêmement politique. Il va annuler l'élection, on va comme ça, ou bien c'est deuxième tour, je ne me rappelle plus si deuxième tour a été annulé à cette époque. Mais l'essentiel de l'histoire, c'est que moi, je suis encore prêt à me battre. Et je pense que sinon, ensemble, nous avons gagné quand même. OK? Mhm. Donc là, il a dit, écoute, moi-même, il avait 2 millions de gouttes sur lui. Mhm. Avec son associé, il a, avant l'entrée dans la réunion, il a associé un bon million de gouttes, qui est un bon million. Et puis, il dit, le 1 million de gouttes à l'époque, c'est 10 000, 12 000 dollars américains. OK? Donc là, il arrive, puis symboliquement, sur la table, tout le monde est là, lui dit, écoute, moi, j'amène mon argent. OK? Je m'y mets. Je vais me mettre dans la balance, on fait bagaille ensemble, on va avancer. Il a mis son argent. Et l'autre associé a mis l'argent aussi. Il y a un des membres du parti qui s'est levé, qui a pris l'argent. Et il a dit, moi, je m'investis assez dans bagaille ça.
Le parti l'a laissé tomber. Le parti est venu récupérer lorsqu'il a gagné les élections.